Bonjour à tous, bienvenue dans le studio des experts. Comme chaque semaine, on va passer l'actualité de la semaine en revue. Alors on parlera des étudiants d'Yandian, de Chaud le climat, de la bourse Grand Place Bourse Grote Markt, etc. Et avec 4 experts, et sans mauvais jeu de mots, Vanessa Lhuillier, qui est journaliste mais pas du matin, Karim Fadoul, journaliste au service du public, Pauline de Glume, journaliste Capital, et Sylvie Losberg de Bon Conseil, surtout du Conseil des femmes. Alors le climat, on en a évidemment beaucoup parlé cette semaine. Il y a des chefs d'entreprise qui ont dit qu'ils étaient mobilisés, des politiques qui tentent de trouver un accord sur une future loi climat basée sur des écrits d'universitaires. Mais après 5 manifs du jeudi, les jeunes, eux, restent mobilisés. Reportage Katharina Le Thor et Nicolas Skenartz. Toujours aussi chaud, les étudiants sont déjà à leur quantième manifestation en fait. 5e. Le premier. 4e fois, oui. 5e. 4e. Fidèle au rendez-vous, mais pour combien de temps? Jusque mai, à ce qui paraît. En tout cas, c'est, je pense, l'objectif de toutes ces manifestations, qu'on continue à le faire jusqu'aux élections. Ce matin à Bruxelles, ils étaient des centaines à rappeler au gouvernement leur détermination. Certains toujours accompagnés de professeurs présents chaque semaine avec des élèves différents. L'idée est de faire un projet qui emmène chaque semaine une classe. Tu vas pas en cours? Non. C'est grave? Bah, pas vraiment, parce que moi je trouve ça plus grave de ne pas avoir d'avenir que de ne pas aller en cours. Est-ce que ta maman partage ton avis? Sinon je ne serais pas là en train de l'accompagner. Donc Cécile a eu 10 ans hier et c'est son cadeau d'anniversaire qu'elle avait demandé de pouvoir venir une fois à la marche. Des professeurs, des élèves, des parents, mais une masse de monde moins importante, il faut l'avouer. 5000 personnes contre 12 500 jeudi passé. Le mouvement s'essoufflerait-il? Non, je pense pas. Je pense qu'on est juste un peu éparpillés dans la Belgique parce qu'il y a une manifestation à Leuven, une à Bruxelles, une à Liège. Donc voilà, on est juste un petit peu décentralisé. Moins nombreux peut-être, moins déterminés sûrement pas. Et si les critiques pointent déjà l'incohérence de ces jeunes qui sèchent les cours pour dénoncer leur propre façon de consommer? Du coup, moi, je leur poserais juste une question. Est-ce qu'on préfère l'incohérence du jeune qui va manifester et se bouger pour son futur avec un iPhone dans sa poche ou du vieux qui écrit sur son iPhone des commentaires haineux sur Facebook? Moi, je pense qu'à choisir, je préfère le jeune qui vient se bouger mais qui reste parfois incohérent avec ses propres propos. Armés de leur slogan favori, les jeunes poursuivent leur combat chaque jeudi pour le climat en espérant une réponse concrète en mai prochain. Alors Vanessa Lhuillier, maintenant, la balle est dans le camp des politiques, hein? Oui, alors ils essayent tous de l'attraper. Là, pour l'instant, c'est un bon jeu de handball plutôt qu'autre chose. Et donc, effectivement, tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu par rapport à cette génération. Alors, ça peut être aussi proposer le droit de vote à 16 ans, du coup, en se disant comme ça, on peut aussi récupérer ces nouveaux électeurs qui vont plutôt quand même voter écolo, a priori, qu'autre chose. Et on a effectivement les propositions, mais on voit que c'est surtout quand même du côté francophone, finalement, que ça bouge un peu plus, où il y a un consensus plus important, puisque du côté flamand, là, on est quand même aussi, au niveau des politiques, un peu moins mobilisés par rapport à cette question de la loi climat, en tout cas. Karim Fadoul. Oui, en fait, on en avait déjà parlé ici lors de la deuxième manif, je pense après la deuxième manif. Et effectivement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ces jeunes-là représentent un enjeu également électoral. Parmi eux, il y aura des néo-votants, très certainement, qui iront voter pour la première fois en mai prochain. Et donc, il va falloir convaincre, séduire, leur apporter un discours qui va peut-être les rassurer, parce qu'ils viennent aussi exprimer leurs inquiétudes et leurs revendications. Et donc, effectivement, on pourrait penser qu'Écolo est peut-être le mieux armé, mieux à même de pouvoir capter cet électorat-là, mais tous les autres fourbissent leurs armes et viennent aussi avec des propositions, et donc c'est très certainement au parti qui concrétisera réellement les attentes des jeunes. Mais c'est pas encore gagné. Moi, je pense que il y a encore un énorme gap, je crois, un gap de génération entre les jeunes qui manifestent et nos élites politiques. Je pense on sent qu'ils ont envie de répondre aux questionnements, mais je pense que ça ne va pas marcher, quoi. Et vous, qu'en pensez-vous, Pauline de Glume? Oui, donc chaque parti va faire ses propositions. En effet, moi j'ai été voir cette loi climat déposée par Écolo, et donc ça reprend beaucoup d'objectifs chiffrés qui sont repris par la COP, tout ça. On parle d'agir toutes les entités ensemble vers les objectifs, mais en fait, dans cette loi, il n'y a pas de modalité, il n'y a pas de répartition des efforts entre les il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de répartition sur les efforts entre ces entités, et puis surtout, si on ne le fait pas, il n'y a pas de sanction. Donc voilà, symboliquement, c'est peut-être fort, mais j'ai quelques doutes sur le fait que ça puisse suffire, et donc à ce titre-là, je rappelle juste que
la communauté métropolitaine, c'est aussi l'objet d'une loi spéciale depuis 2012. Donc. Elle n'est toujours pas là. Sylvie Dosberg. Oui, je rejoins assez Pauline à propos du texte qui reste finalement un catalogue de bonnes intentions avec quand même des pistes intéressantes mais qui manque un petit peu de pragmatisme. Mais je voudrais revenir sur l'action des jeunes qui met quand même en évidence un retour à ce qu'on peut appeler du militantisme, une collectivité qui finalement se soude autour d'un projet de société pour le bien-être de tous. Et je pense que c'est peut-être ça la nouveauté. C'est pas seulement lié au climat, c'est aussi lié à une société qui doit être plus égalitaire parce que les discriminations, le défi climatique, ben ça rejoint d'autres types de discrimination. Et je pense que là, il y a vraiment peut-être quelque chose qui se met en place et je trouve que c'est plutôt encourageant, même si d'un point de vue politique, effectivement, il y a certainement de la récup, mais bon, on verra la suite. Eh bien, on va voir quel est l'avis de... la récup, hein, c'est bien la récup. Oui, c'est très vert, effectivement. On verra la suite. Alors, on va voir l'avis de nos deux invités politiques. Il s'agit de deux bourgmestres plutôt du sud de Bruxelles. Donc nous rejoignent Charles Piquet, bourgmestre de Saint-Gilles et président du Parlement régional bruxellois, PS, 400 mois de majorat au compteur, Sophie De Vos, bourgmestre Défi et FF d'Oderghem, qui est là 2 mois de majorat de compteur, au compteur, voilà. Voilà. Et donc, c'est l'occasion d'avoir vos avis aussi, notamment sur ces manifestations et sur comment le politique peut transformer cela. On va commencer par vous, Sophie De Vos. Vous vous sentez proche de ces manifestants ou je sais pas, ou de leurs parents, par exemple? Comment ça se passe? Ouais, moi, je comprends très bien l'engagement de ces jeunes qui, chaque semaine maintenant, depuis plusieurs semaines, sont dans la rue pour leur avenir. C'est comme ça que la plupart le disent. Les citoyens aussi. Hein, on a eu des marches qui étaient familiales avant d'avoir les marches des jeunes. Maintenant, je pense qu'effectivement, il serait bon d'en passer par une phase politique et par une phase d'adoption d'une loi. Mais tout simplement pour sortir de l'immobilisme dans lequel on se trouve, dans le blocage dans lequel on se trouve actuellement, et qui est, je pense, en grande partie lié à cette répartition un petit peu ridicule du climat entre les 3 régions et le niveau fédéral, qui fait qu'on n'arrive pas à s'entendre et qu'on n'arrive pas à dégager une position commune, alors que le climat est quand même un enjeu qui dépasse largement les frontières de notre petit pays. Donc il y a cette fameuse loi climat dont on parle depuis quelques jours, qui est issue donc du monde universitaire et qui a le mérite, je pense, d'apporter une méthodologie pour sortir de cette situation de blocage, puisqu'il propose donc une manière de dégager ce qui nous manque pour le moment, c'est-à-dire une politique concertée au niveau du pays. Alors Charles Piquet, souvent les jeunes qui manifestent mettent en cause les personnes plus âgées, les adultes, de n'avoir rien fait pendant des dizaines d'années. Est-ce que vous, qui êtes là depuis un certain temps, est-ce que vous vous sentez visé dans ces attaques-là? Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, bon, c'est vrai, peut-être on n'en a pas fait assez? Oui, sans doute, mais je pense que c'est quand même un signe de vitalité. Je pense qu'il faut pas ronchonner dans son coin en disant les jeunes sont en rue, ne connaissent rien, c'est émotionnel, etc. Je pense que c'est quand même mieux que l'indifférence ou l'hypertrophie du moi tout seul. Voilà, il y a quand même un intérêt pour le bien commun. Alors, ça peut être pour moi un point d'entrée aussi, le climat donc, et cette problématique-là, ça peut être un point d'entrée pour ces jeunes, pour qu'ils s'intéressent à tout ce qui est quand même en liaison avec les problèmes climatiques et la lutte contre le réchauffement climatique. À savoir, peut-être leur ouvrir aussi les yeux, les documenter sur les aspects liés au mode de consommation, on l'a dit souvent, au système économique qui produit tout cela, à la fiscalité, au type de fiscalité qu'il faut pratiquer. Et je pense que beaucoup de générations sont entrées en politique, parfois à travers un thème qui les a mobilisés. Vous, c'était quoi? Moi, c'était certainement les inégalités sociales. Et donc, je me rappelle, après 68, on s'en rappelle quand même, quand on a vécu cela, il y avait un souci de justice sociale, mais c'était aussi très émotif. Après, il a fallu structurer la pensée, il a fallu peut-être se documenter, et alors, il est temps, à ce moment-là, de peut-être s'engager dans la politique. Parce que
faire le procès des politiques qui n'ont pas agi, c'est bien, mais alors autant devenir politique soi-même et s'engager pour agir. Et vous, Sophie De Vos, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique? Est-ce qu'il y a Moi, aussi je suis une citoyenne cause engagée à la base pour ma commune. J'ai vraiment eu envie de m'investir pour ma commune. Parce qu'elle était bien gérée ou parce qu'elle était mal gérée? Parce qu'il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Karim Fadoul. Oui, on dit souvent qu'il faut penser global et agir local. Au niveau communal, on voit bien que ce mouvement des jeunes a un petit peu réveillé nos politiques locaux. Donc on voit qu'à Uccle, ils ont adopté une motion pour le climat. Molenbeek s'apprête à le faire. À votre niveau, sur Saint-Gilles et Auderghem, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous avez très certainement des plans climat, ce qu'on a appelé à l'époque l'agenda 21. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour pouvoir être plus ambitieux? Alors, Charles Piquet, vous, à Saint-Gilles, qu'est-ce que vous faites? Oui, à l'agenda 21, on a adopté, mais il y a peu aussi, une motion concernant le climat. Mais moi, je vois ça aussi avec le regard, évidemment, de quelqu'un qui a fait plusieurs niveaux politiques. Et une des choses qui est importante, vous avez rappelé, tu as rappelé ce qu'était la loi climat. Alors, il y a des objectifs chiffrés à 2050, 2030, etc. Il y a un plan climat tous les 10 ans, on en parlait de ça. Mais ce qui est très important, c'est d'appeler à la coopération multiniveau. Donc, il y a la conférence interministérielle qui est prévue. Il y a une commission interparlementaire qui est prévue. Là, ça devient technique, attention, parce que là, on risque de perdre des téléspectateurs. Non, c'est pas ça. Non, mais parce que l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait de manière... Voilà, qu'est-ce qu'on fait... Les téléspectateurs peuvent comprendre. Le mécanisme, oui. Il n'y a évidemment de politique efficace dans ce domaine que, comme dans les poupées russes, tu parviens à avoir, évidemment, la coopération de tous les niveaux de pouvoir. Et donc, ce qui est intéressant dans ce qui est dans la loi climat, c'est de faire travailler du local, justement, au national. Mais je pense qu'on va devoir penser à un certain nombre de sujets qui sont en rapport avec cela, et on y reviendra peut-être. Alors, au niveau local, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut agir au niveau énergétique, sur les bâtiments. On peut pousser à des modes de consommation énergétique. Et là, vous avez des objectifs précis? Oui, on a des objectifs précis, mais on retiendra quand même que la mobilité, l'isolation des énergétiques, etc., ce sont des éléments qui jouent, mais ça va être quand même à la marche par rapport à ce qui sont les grandes sources d'émissions de gaz à effet de serre et ce qui est, je dirais, tout l'investissement en matière d'énergie renouvelable. En matière d'énergie renouvelable, je pense qu'on peut imaginer des choses dans les villes. Je pense que le principal est, à notre niveau, certainement urbain. Bon, vous me demandez ce qu'on ferait. C'est certainement de pousser à l'isolation des bâtiments, à l'usage de l'énergie de manière judicieuse, et évidemment au plan de mobilité. C'est comme ça qu'on doit travailler. Et chez vous, Sophie De Vos, c'est les mêmes objectifs? Un de mes thèmes de prédilection. Je suis convaincue qu'il faut vraiment se reconcentrer sur le local. Je le martèle depuis des mois maintenant. Donc je n'arrête pas de dire qu'il faut manger local, favoriser les circuits courts, les producteurs locaux. Il faut travailler le plus près de chez soi possible. Donc par exemple, on a lancé une plateforme qui s'intitule Un job près de chez moi pour permettre à l'emploi et à l'offre d'emploi, et la demande d'emploi locale de se rencontrer. Alors après, c'est pas toujours possible de la faire se rencontrer, donc on va rencontrer nos employeurs en leur disant qu'est-ce qui vous manque comme type de travailleurs. Du coup, on va développer les formations dans les métiers qui manquent à nos employeurs pour que les gens puissent travailler le plus près de chez eux possible. Du coup, ça va permettre une mobilité douce, ça va permettre de moins faire usage de la voiture. Donc vraiment se recentrer, c'est pas évidemment la solution à tous les problèmes, mais je pense que pour les communes, c'est une des manières de relever les défis environnementaux, c'est une addition de petits gestes, climatiques, oui. de mobilité. Vous parliez de la mobilité. Nous, on a 40 000 nafteurs qui rentrent tous les jours dans Auderghem, donc effectivement, on peut en parler. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de choses qu'on veut faire à Auderghem. Un exemple très court. Oui, deux exemples, parce que, alors être pratique, on va ouvrir une recyclerie, une grande recyclerie. On a une halle gourmande qui va se constituer et qui va, en effet, épouser l'idée des circuits courts en matière de fournitures alimentaires, etc. Donc il y a toute une série de choses que l'on peut faire au niveau local. Sylvie Losberg. La question qui concerne tout le monde, c'est la question du chauffage domestique. Donc on sait que dans les villes et même dans les campagnes, c'est vraiment une source très importante de gaz à effet de serre, de CO2, etc. Comment est-ce qu'on aide finalement, que ce soit les propriétaires ou les locataires, à avoir un chauffage qui soit non polluant si ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des
des nouvelles chaudières qui émettent moins ou alors une énergie renouvelable. Je pense qu'il y a vraiment aussi une dimension sociale, économique à prendre en compte. Et là, je crois qu'on est souvent dans des discours où, c'est vrai, on peut faire des efforts bio, local, etc. Mais sur la question du chauffage, moi, j'ai jamais entendu une politique concertée pour aider les gens à émettre moins de CO2. Est-ce que c'est la région qui doit agir là ou la commune Sophie De Vos, d'abord peut-être? Pardon. Oui. Écoutez, moi je pense qu'il faut effectivement que les propriétaires soient les payeurs des pertes énergétiques liées à leurs bâtiments et ce ne sont effectivement pas les locataires qui doivent en payer les pots cassés. Est-ce qu'il faut aider les propriétaires? Parce qu'il y a certains propriétaires qui n'ont pas spécialement beaucoup de moyens. En tout cas, les multiples propriétaires, je ne pense pas que... En Belgique, c'est quand même... Les gens ont un appartement ou l'autre pour compléter leur pension, donc ce n'est pas des propriétaires riches, on ne peut pas dire ça. Et le coût est important. En tout cas, je ne serais pas choquée que les multipropriétaires soient responsables que leurs bâtiments soient énergétiquement bien isolés. On pourrait imaginer des baisses de précompte pour des propriétaires. Absolument. Pour des monopropriétaires, par exemple, ça que vous vouliez dire. Charles Piquet, vous soulevez évidemment une grande question, c'est va-t-on pouvoir faire tous les mêmes efforts pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique? Et c'est là qu'on introduit inévitablement, c'est d'ailleurs repris dans le plan climat, qu'on renvoie aussi à la solidarité, à la justice sociale, à la capacité de tout le monde à contribuer. Vous avez vu en France ce qui se passe, cette rupture qui a été provoquée par les Gilets jaunes, en disant, nous, ça va, la taxe carbone, nous, on ne va pas la payer, etc. Donc, si vous voulez que ça ne devienne pas un thème qui est le monopole d'une certaine élite sociale et que seuls ceux qui ont les moyens participent à la lutte contre le réchauffement climatique, si on ne parvient pas à associer la grande population, je dirais, les gens les plus fragilisés à cet effort en les aidant, c'est clair qu'on va avoir là un fossé qui sera dénoncé parce qu'on va alors, quoi? Eh bien, on va évidemment stigmatiser les gens qui ont moins de moyens parce qu'ils ne participent pas à l'effort contre le réchauffement climatique, et ce serait la double peine. Ils sont pauvres, et en plus de ça, ils détruisent la planète. Oui. Donc, voilà. Pauvres et de leur faute. Mais on va passer maintenant à un autre sujet. Dans moins de 4 mois, s'annonce la triple élection du 26 mai. Alors on commence à dévoiler les listes petit à petit. Défi a été très actif cette semaine, puisqu'on a annoncé un ancien et un nouveau. Reportage d'Adine Bohin et Thierry Duboquet. Voici le nouveau visage de Défi, venu de la société civile. François de Smet est la future tête de liste à la Chambre. Qu'est-ce que je viens faire dans cette galère? Pourquoi Défi a-t-il été chercher le directeur du Myria? Un casting qui peut surprendre. Je crois très fort à une certaine déprofessionnalisation de la politique. Il faudrait que beaucoup plus de gens de la société civile en général aillent s'engager en politique pour 1, 2, 3 mandats et puis fassent autre chose. Il faut que ça circule beaucoup plus. Et pas forcément chez Défi, mais dans d'autres partis également. J'espère, je suis sûr que c'est vers cela qu'on va et que c'est une des réponses à la crise de représentativité qu'on est en train de subir. Est-ce que Défi serait en manque de tête d'affiche? Il y a d'abord eu l'annonce en juin dernier du président du parti. Non, il ne participera pas aux élections 2019. C'est le cas aussi de Didier Gauzoin. Bref, qui reste-t-il comme visage fort? Pas grand monde, d'après ce spécialiste. Le message que ça renvoie, c'est-à-dire aller chercher à l'extérieur une personnalité pour tirer la liste dans la seule circonscription où le parti a des députés, ça renvoie d'une certaine manière un message que le parti est en manque de figure pour porter ses couleurs lors d'une élection. Au sein de Défi, on assure qu'il s'agit là d'une décision d'ouverture notamment. C'était des choix raisonnés. Je crois qu'il faut accepter de passer le témoin à un moment donné. On n'est pas éternel en politique, c'est idiot de croire ça. Et puis on s'est appliqué la règle du décumul, je l'ai annoncé, et donc nous allons la respecter. Pas éternel, passer la main. Quand on voit le dernier tweet du président, on se doute bien que le parti nous réserve encore quelques surprises. Alors Charles Piquet, c'est la victoire du décumul, ça, le fait que des gens de la société civile se retrouvent tête de liste? Non, je ne pense pas que c'est cela. Je pense qu'il y a, chez beaucoup de politiques maintenant, il y a une génération qui s'en va ou qui va s'en aller. Ça, c'est clair. Une strate d'âge qui va... Vous vous présentez, par exemple, au régional? Non, moi, je ne me présente plus. Ouais. Moi, j'ai fini.
Moi non plus, mais voilà. je ne suis pas dans la même strate. Oui. Vous êtes plutôt dans la strate du décumul. Oui, voilà. Plutôt, voilà, oui. Non, moi j'ai fini. Je suis fini, j'ai fini. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut absolument encourager des nouvelles vocations. Et c'est pour ça que je parlais, quand je vois les jeunes qui sont là en rue, je dis, allez, engagez-vous maintenant, mais dans l'institutionnel aussi. Les plateformes citoyennes, le mouvement citoyen, les initiatives citoyennes, le mouvement associatif, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut pénétrer dans l'institutionnel. Il faut aller là où il y a les centres de décision et les centres de pouvoir, et je pense qu'il faut alors laisser la place pour qu'émergent de nouvelles pousses. Donc c'est une bonne idée ce que Défi a fait pour vous. Sophie Devos, vous trouvez ça merveilleux ce qu'Olivier Minguin a fait? Moi, je trouve que clairement, c'est une bonne chose et que ça répond à une attente des citoyens. Je pense que pour le moment, les partis traditionnels sont en difficulté, ils manquent de crédibilité. Je pense qu'il y a une grande partie des citoyens qui pensent qu'ils n'ont plus de prise sur le réel, qu'ils ne les représentent pas plus vraiment, qu'ils sont un petit peu des spectateurs face aux grands défis auxquels on doit faire face. On a parlé du défi climatique, la mondialisation de l'économie avec toutes les conséquences parfois sociales dramatiques qu'on connaît, les migrations, voilà, que font les politiques? On voit bien qu'entre les Gilets jaunes, la plateforme citoyenne qui prend un petit peu ses responsabilités par rapport au fédéral, les jeunes dans la rue qui manifestent pour le climat, on se dit mais que font les politiques? Donc les partis politiques traditionnels perdent en crédibilité, donc c'est une excellente chose, je pense, que de faire venir des personnalités issues de la société civile pour renouveler cela, pour apporter un nouveau regard, une nouvelle expérience, en espérant, je ne pense pas que ce sera suffisant, mais en espérant qu'un certain nombre de citoyens qui se détournent de ces partis traditionnels, parce qu'ils se tournent par exemple vers les mouvements populistes, malheureusement, ou qu'ils s'abstiennent. On a aussi ce phénomène d'abstention qui n'arrête pas d'augmenter partout en Europe. Donc voilà, on espère que ça va un petit peu endiguer tout cela. On verra le 26 mai au soir si cet essai sera transformé. Karim Fadoul. François de Smet, c'est une belle prise. Je veux dire, personne ne va le nier, mais c'est pas non plus quelqu'un d'hyper populaire. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est connu par les initiés. Est-ce qu'il va faire autant de voix qu'Olivier Minguin? Mais il est tête de liste, donc il part quand même déjà avec un petit avantage. C'est pas Olivier Minguin, mais c'est vrai que ça traduit quand même une certaine difficulté de la part de partis comme le Défi, comme le MR, à pouvoir renouveler un petit peu leur personnel politique. Mais ceci étant, les candidats issus de la société civile ou les people, tous les partis ont essayé d'en attirer lors des élections communales. On a vu des victimes des attentats du 22 mars se présenter, l'ancien entraîneur de foot Georges Hélens, président du ROEDM, avec des fortunes diverses. En 2000, vous avez accueilli sur votre liste Lydia Gervasi, l'ancienne présentatrice télévisée, qui après a fait une brillante carrière comme de porte-parole là. Mais voilà, les candidats issus de la société civile, c'est pas toujours un gage de réussite, quoi. Sylvie Losberg. Ou de succès électoral. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que... alors, on parle de François de Smet, et parce qu'il était de liste, et il faut quand même reconnaître qu'il a une expertise sur un gros dossier qui est celui des migrations. Donc, indépendamment du fait que c'est une belle prise, c'est quand même, je pense, un gage d'expertise d'un dossier qui... Oui. Non, mais c'est pas seulement brillant ou pas. Je pense que c'est vrai aussi qu'on a besoin de personnes qui connaissent très bien certains dossiers, et bon, il en connaîtra d'autres certainement, mais moi, je regrette quand même qu'on ne parle pas de la deuxième. Franchement, on a là une jeune femme, Sophie Rony, qui, je la connais bien puisqu'elle a travaillé au Centre d'Action Laïque, donc elle vient du mouvement associatif et elle est rentrée en politique toute jeune. Elle a fait ses armes sur les bancs du Parlement comme assistante parlementaire. Elle est deuxième et elle a 30 ans. Moi, je trouve que c'est... Non, mais je trouve que... Ils étaient présentés en ticket. Oui, et de quoi est-ce qu'on parle? On parle que de François de Smet. Donc moi, je trouve que là, on a encore une lecture qui reste, je dirais, mais il suffisait, vous savez, il y a peut-être une bonne idée. Défi aurait mis Sophie Rony en 1 et François de Smet en 2, on en aurait parlé différemment. Je pense peut-être, c'est vrai. Vanessa Lullier, vous aviez suivi ça aussi. Oui, de toute façon, effectivement, on voit qu'on a aussi la société civile, ok, c'est bien, mais à un moment donné, on ne peut pas opposer tout le temps, je trouve, société civile et hommes politiques. J'ose espérer que vous vivez bien dans notre monde et pas dans un autre. Donc, vous êtes aussi des citoyens et vous êtes aussi engagés. Et après, par contre, dans les nouvelles générations, je pense qu'à un moment donné, les partis politiques ont joué aussi un rôle un peu étrange,
et joue toujours un rôle un peu étrange par rapport aux nouvelles générations. On voit la difficulté aussi de renouveler OMR notamment. On a aussi tué beaucoup de talents politiques parce qu'ils avaient de l'ambition, et vers les 40 ans, on leur a gentiment fait comprendre qu'il fallait mieux aller se mettre dans des administrations. Pauline de Blum. Oui, François de Smet, moi je pense que ça restera relativement isolé comme tentative. Je m'avance un peu, mais quand les listes seront complètes, ce sera intéressant de voir. Et je pense que ce soit au PS ou au MR, on aura une très très grande majorité de gens sur les listes qui sont en fait des gens qui sont employés, qui travaillent pour le parti, qui sont dans des cabinets et qui travaillent directement ou indirectement par le parti. Et c'est vrai que c'est un problème parce que c'est des gens qui sont forcément directement dépendants du parti. Et donc il y a peu de voix dissonantes possibles dans ce cadre-là. Et après, au niveau... sans opposer comme Vanessa disait, les gens qui seraient bien, parce qu'ils seraient les citoyens et les politiques qui seraient à part, mais c'est quand même des gens qui ne peuvent pas venir avec un autre vécu, qu'il soit entrepreneurial ou autre. On verra quand les listes seront formées. Tiens, vous savez, c'est cette semaine qu'on a lancé le Bruxellois de l'année. La Bruxelloise de l'année. Et alors je vais vous demander un peu, vous, d'après vous, qui pourrait gagner le prix de l'action politique. Alors cette année, comme c'est une année électorale, on n'a pas mis des personnalités vraiment en avant, mais plutôt des actions. Voilà, vous allez voir. Et il y en a 5 qui sont nominés, et vous allez me dire qui, pour vous, a votre préférence. Alors il y a la vague verte des communales, il y a One Bru, One Vote, il y a les 5 nouveaux bourgmestres de la région bruxelloise, et on pourrait rajouter une 6e d'ailleurs, même si elle n'est que faisant fonction, le panel citoyen que Charles Piquet connaît bien, et les jeudis de l'hémicycle. Alors, Sophie De Vos, vous, quel est votre favori là-dedans, dans ce thème? Moi, c'est les jeudis de l'hémicycle. Oui. Tout à fait. Et vous, Charles Piquet? Je ne peux pas parler de panel citoyen. Ouais, vous pouvez voter pour vous, hein, c'est pas impossible. Non. Je pense que ce qui s'inscrit d'ailleurs dans tout ce qui est l'activation de la citoyenneté, je crois que One Bru, One Vote. Oui, donc c'est cette association qui pousse à ce que les étrangers puissent voter aussi pour les régionales. Oui, je pense, parce que nous sommes maintenant dans une sociologie, dans un tissu social bruxellois qui exige que ces gens-là puissent voter aussi. Et donc leur action est, à mon avis, utile pour que nos assemblées soient enfin représentatives de la population. Alors une bonne nouvelle, c'est que... Oui, en une phrase. En une seconde, oui. Je pense que vraiment les gens en ont marre, justement, de mettre une croix sur un bulletin de vote une fois tous les 4 ans, 5 ans, 6 ans, et qui veulent se réapproprier les effets de leur vote. En fait, ils n'en voient pas les effets de leur vote. Ils veulent rajouter leur voix, ils veulent une démocratie beaucoup plus participative. Donc, les jeudis de l'hémicycle, ça fait venir les citoyens dans l'hémicycle, et ça permet justement de débattre de tas de sujets de société, plutôt que, malheureusement, de ne voter qu'un jour tous les X. Comme le panel citoyen. Et alors, une autre démocratie possible, c'est de voter vous-même pour le Bruxellois de l'année. Vous allez sur le site de BX1 et vous pouvez voter pour les 5 sections. On va passer à notre tête d'affiche, donc des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. On commence par vous, Charles Piquet. Je vous en propose 4. Tout d'abord, la célèbre Joke Skovlig, la ministre CDNV qui ment, pleure puis démissionne. L'animateur français Bruno Guillon, qui est venu faire hier le morning de Fun Radio à l'Atomium. Maria Vindevogel, syndicaliste tête de liste PTB à la Chambre. Le gardien d'Anderlecht Thomas Didion, qui a traité les standardsmen de Baraki. Alors, qui préférez-vous? Joke, Maria, Thomas, ah non, moi j'en ai raté un, ou Bruno? Non, mais Bruno, c'est très gentil, mais ici, on va plutôt parler de la démission de Skovlig. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de voix. C'est quelqu'un qui... Elle sera encore candidate. Hein. Oui, elle sera encore candidate. C'est quelqu'un qui a fait un certain nombre de gaffes dans sa vie politique. C'est quelqu'un qui a été soupçonné d'être, au fond, le cheval de Troie du Boerenbond à un moment donné, etc. Donc c'est une personnalité qui a été très controversée. Et ici, je trouve que ce n'est pas que je préfère la personne. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je trouve que ce fait-là est très intéressant dans la mesure où il montre bien que la pression qui s'exerce sur un politique à un moment donné est telle que, eh bien, il y a encore une possibilité
d'expression populaire qui met en doute les personnes, qui les amène à prendre leurs responsabilités comme à démissionner. Mais il y a un autre aspect, c'est l'aspect que je voudrais retenir. Je l'ai vu pleurer. Alors vous allez me dire avec quoi il vient, lui. Et je pense que grand cœur. Non, mais la politique est quelque chose d'extrêmement dur, aride, et que, moi je ne la connais pas bien, hein, mais enfin j'ai vu souvent, et je trouve qu'il faut le rappeler, parce qu'on dénigre beaucoup les politiques, et la politique et l'exercice d'une responsabilité politique, c'est quand même quelque chose qui est pas si simple que ça. Alors, 4 autres personnes pour Sophie Devos. Tout d'abord, Laurent Gbagbo, chef d'État réfugié en Belgique en attente de procès. Un autre syndicaliste, Marc Goblet, candidat PS à la Chambre. L'animateur comédien français Édouard... Ah non, là je me trompe. Laurence Rosier, prix enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ou Édouard Baer, qui est venu faire dimanche une émission de France Inter à l'Archiduc, lui, à Bruxelles. Vous voyez, 2 animateurs de radio français venus à Bruxelles. Et Laurence Rosier, c'est pour un livre sur les insultes sexistes. Alors, qui choisissez-vous? Laurent, Marc, Laurence ou Édouard? Je vais choisir Laurent Gbagbo, pas parce que je le trouve particulièrement sympathique, pas du tout. Un petit peu comme Charles, je voudrais un petit peu nuancer ce qu'on a pu vouloir dire avec son arrivée en Belgique. Voilà, il a été acquitté. Il fait l'objet de plus de mesures de surveillance que nécessaire par rapport à son acquittement. On a vu la représentante de la Ligue des droits de l'homme qui en parlait. Donc je trouvais en particulier son intervention à elle, tout à fait, Olivia Venet, tout à fait remarquable, et remettre les choses un petit peu à leur place. Alors 5 infos de la semaine qui vous ont peut-être énervé ou ravi. On va commencer par celles qui vous ont ravi. Les patrons qui ont signé pour le climat, le Sign Up Challenge. Simon, ce fugueur qui était retrouvé après 20 ans. Le Conseil d'État qui évalue les programmes électoraux. Bruxelles qui dépasse le 1 200 000 habitants. Ou un arbre qui est planté en Afrique à chaque naissance à la ville de Bruxelles. Charles Piquet, est-ce qu'il y a là-dedans quelque chose que vous trouvez plutôt sympathique? Ah, sympathique? Oui, là c'est plutôt sympathique. Je trouve que le fait que la population augmente à Bruxelles est à la fois un défi, mais c'est quand même une chose positive. Et on ne s'en rappelle pas, mais quand on arrive en 89, quand la région bruxelloise est créée, j'ai relu le discours que j'avais prononcé. Il fallait combattre, le déficit démographique. Oui. Et donc, c'est bien, on a augmenté notre population. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement toujours une bonne nouvelle dans tous les domaines, parce qu'on sait bien comment cette augmentation de population s'est produite, quelles sont les causes. Mais enfin, voilà au moins une inquiétude qu'on n'aura plus. Maintenant, il faut faire en sorte que ces habitants-là soient formés assez pour contribuer fiscalement aux recettes de la région bruxelloise, parce que c'était évidemment une des questions qu'on posait dans les années 80. On disait, mais où est-ce qu'on va? Qui va encore être contributif fiscalement? Sophie Devos, je vais vous proposer 5 choses qui vont peut-être vous énerver. Allez, dites. Alors, tout d'abord, sur les choses qui énervent, ça m'énerve. Facebook, qui a 15 ans, ça, c'est une possibilité. Total, qui offre une prime anti-grève de 1500 €, c'est pour mercredi. La 5G, qui est reportée faute d'accord à Bruxelles. Le port du casque est envisagé pour les trottinettes. Ou le refus d'un examen ADN pour une reconnaissance de paternité, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qui vous énerve là-dedans? Alors, je voudrais vous demander de les refaire parce que je n'ai pas mes lunettes et je ne sais pas lire de si loin. C'est pas grave, je le répète. Facebook, les 15 ans de Facebook. Total qui offre une prime anti-grève de 1500 €. Ça m'énerve. Total qui offre la prime anti-grève. Oui. On s'arrête là, mais c'est ça qui vous énerve. Très bien. Eh bien, merci. On va passer à notre sujet suivant. Parler des étudiants à présent qui n'ont pas fait que manifester ou brosser le jeudi. Il y en a qui s'inquiètent aussi. Les universités et les écoles supérieures bruxelloises ainsi que les étudiants de la capitale sont discriminés. En cause, la région wallonne qui veut aider ceux qui habitent loin de leurs cours. Reportage Fanny Rocher et Fred Dehaenau. Personne ne l'a encore lue et pourtant elle fait grand bruit. L'adoption en première lecture de la mesure visant à soutenir les étudiants wallons fait bondir. Une mesure jugée inégalitaire parmi les étudiants. D'abord les critères qui sont pris en compte, je pense qu'on ne peut pas simplement prendre en compte la distance entre l'établissement et le domicile, qui est évidemment une question de revenu qui se pose. Et donc si ça doit être une aide sociale, pour être juste, elle doit pouvoir prendre en compte toute la situation de l'étudiant. L'idée est d'apporter un soutien financier, 1 000 € par an,
aux étudiants qui habitent dans les coins les plus décentrés de la Wallonie. Aujourd'hui, le critère qui est pris en compte, si j'en crois les dires de la ministre, c'est le temps de trajet en voiture. Or, il y a beaucoup d'étudiants qui justement sont précaires et ont des difficultés à se payer un code, qui n'ont pas de voiture et qui donc bénéficient uniquement des transports en commun, qui ont en général un temps de trajet plus long dans les zones plus rurales que la voiture. Un étudiant wallon qui souhaite étudier la médecine sur le campus de Woluwe n'aura pas la prime. De son côté, l'étudiant bruxellois qui choisirait des études vétérinaires à Liège serait lui aussi privé des 1 000 € par an. Le recteur de l'ULB est monté au créneau. En excluant les étudiants qui souhaitent rejoindre un établissement en région bruxelloise, la décision met en lumière les très grands dangers de la régionalisation. Mais tout le monde dans la capitale n'est pas de cet avis. La région wallonne a la compétence pour financer une aide à l'égard d'une institution d'enseignement supérieur qui aurait son siège à Bruxelles. Je ne suis pas sûr, je crois qu'il faut passer par un accord de coopération. Il faut que le gouvernement bruxellois fasse de même. Le gouvernement bruxellois agit à sa manière, évidemment. Il y a une allocation loyer qui est dans les cartons, qui va être octroyée très bientôt. Enfin, Défi demande une réunion d'urgence pour que cesse, je cite, cette mascarade. Sylvie Losberg. Mais l'étudiant dit effectivement déjà quelque chose de très intéressant, parce que dans ce texte qu'on n'a pas sous la main, en tout cas moi je n'ai pas encore pu le lire malgré que je l'ai cherché. Qui n'était accepté qu'en première lecture. Oui, c'est sûr, mais enfin bon, on devrait quand même pouvoir en parler sur pièce. Parle d'1 heure de route entre le domicile et l'établissement universitaire. Donc 1 heure de route, effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose, et si c'est pour privilégier les voitures, je pense qu'on revient au débat sur le climat. Mais indépendamment de ceci, il est vrai également que la question de la discrimination socio-économique, la discrimination entre les étudiants bruxellois et les étudiants wallons dans les deux sens, puisqu'on l'a vu qu'un étudiant wallon qui veut venir étudier à Bruxelles n'en bénéficiera pas. Le fait que c'est une prime globale et que finalement il y a peut-être des étudiants qui n'en ont pas besoin et d'autres qui auraient besoin de davantage de soutien. Il y a quand même derrière ça beaucoup de questions, et moi je suis quand même aussi perplexe de voir que du côté Saint-Louis on trouve que c'est très bien et du côté ULB on trouve que bon, c'est pas une bonne mesure. Donc l'accord de coopération, je pense, est tout à fait nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, en Fédération Wallonie-Bruxelles, même si ce sont des niveaux de pouvoir, puisque c'est régional, à travailler ensemble sur un dossier aussi important que celui-là. Quand même, la formation, on le sait, c'est fondamental pour l'emploi, un bon diplôme. Donc il y a quand même quelque chose là derrière qui m'étonne. Oui. Charles Piquet. Je suis pétrifié par une chose, c'est qu'on sort une proposition. Il y a visiblement eu peu de consultations, peu de concertations. J'ai jamais vu ça. Oui, je dois avoir vu ça, mais je l'ai oublié. Oui. Mais ici, c'est quand même incroyable. Les critères, vous en avez parlé, bon, mais qu'il n'y ait pas eu des discussions d'abord, qu'on n'ait pas testé auprès des universités, des hautes écoles, quelles étaient les conséquences de cela, qu'on n'en ait pas parlé avec un autre niveau de pouvoir. Ça prouve qu'on est en train de s'enfermer dans des logiques purement régionalistes, et ça, c'est suicidaire. Sophie Devos. Je pense qu'on est tous d'accord. Je trouve pas ça mieux, électoraliste et discriminatoire. La région bruxelloise, je suis sûre que Charles dira la même chose, n'a jamais opéré de discrimination entre les étudiants wallons et bruxellois. Quand un étudiant wallon que à Bruxelles, on le considère comme un bruxellois par rapport aux différents avantages qu'il peut avoir pendant la durée. Est-ce que la région bruxelloise devrait aider les étudiants bruxellois s'ils veulent aller étudier ailleurs? Il faut suivre l'avis de la FEF, la Fédération des étudiants francophones. Ils disent qu'il faut aider avec un système de bourse bien financé les familles qui en ont besoin. C'est tout. Voilà, c'est quand même pas très compliqué. Agence immobilière sociale pour les coteurs, par exemple, des choses comme ça. Ça montre bien aussi que la régionalisation de l'enseignement, ça a l'air d'être mal barré quand même. Une belle idiotie. Oui, aussi. Ah oui, ça c'est de la pure folie. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas simplifier, mais commencer à se diviser entre bruxellois et wallons à quelques mois peut-être d'une grande négociation institutionnelle, ça c'est de la haute stratégie. Allez, on va parler d'autres stratégies, non plutôt de basse stratégie, celle qui se trouve sur les trottoirs. C'est la propreté, un sujet très prisé d'habitude au moment des communales. On est après les communales, mais on en parle encore. Parce qu'il y a un autre point de vue aussi aujourd'hui, c'est cette mobilisation citoyenne pour obtenir des rues propres, des allées propres dans les parcs. Fabienne fait cela en amateur, en allant au travail. Reportage Fanny Rocher et Simon Pacoré. Chaque matin, c'est le même rituel pour Fabienne. Je pars à 7 h du matin
Et puis je fais mon petit chemin comme d'habitude jusqu'au travail, mais ça me prend 2 heures tout simplement parce que je ramasse tous les déchets qu'il y a sur le chemin. Et puis bon, je vais travailler. Le temps de midi, si j'ai repéré un arbre ou autre qui est couché sur le chemin, je prends ma scie et je viens scier l'arbre tout simplement. Cette Mbécoise est passionnée par la nature, mais également par la photo. D'où cette détermination à éradiquer les déchets. Quand je cadre sur une belle libellule et que derrière on voit une canette de bière, de Coca-Cola ou autre, ça ne va pas. ça me fait très mal. C'est le point de départ du combat de Fabienne. Cette amoureuse de la nature en voit de toutes les couleurs et de toutes les matières. Des seringues aux détritus en tout genre. Vous récoltez combien de déchets par jour ? Ça, c'est une très bonne question. Tout dépend des journées. Il y a des journées, ça peut chiffrer à 10 kilos. Le week-end, Fabienne s'attaque aux gros morceaux. Elle nous emmène dans un endroit reculé. Mettons que ceci soit un petit peu plus lourd. Ici, j'accrocherai mon câble et puis je le dégage. Je le mets par terre. Alors, s'il y a de la terre ou quoi que ce soit, je le tire avec mon câble tout simplement jusqu'au moment où j'arrive à un dépôt où j'espère la ville viendra venir chercher ce que j'ai déposé. On dit de Neder-Overbeek qu'elle est le poumon vert de la capitale. Fabienne la qualifie plutôt de poubelle de Bruxelles. Alors, elle continue sans relâche et par tous les temps à embellir la nature qu'elle chérit tant. Alors, entre-temps, Pauline de Glum, il faut dire qu'elle a pu voir la ville de Bruxelles et qu'il y a l'air d'avoir des choses qui ont l'air de bouger. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle. Puis même là, quand on la voit, on pourrait se dire que c'est beau à voir, tant d'engagement citoyen. Le seul truc qui en fait, n'est pas si beau à voir, c'est que c'est en fait une manière de pallier à une carence des pouvoirs publics et finalement aussi aux mauvaises attitudes de ses autres concitoyens. Et que c'est... Tout le monde devrait, en effet, dans cet engagement-là pour la propreté, chaque citoyen, parce que c'est les citoyens avant tout qui font ces salissures. Sauf que le problème ici, c'est qu'il y a un déséquilibre, c'est que ces gens qui s'engagent à nettoyer là que soit Neder ou le marais du Wils tous les week-ends, c'est pas ceux-là qui salissent. Donc on a ce souci et à Bruxelles, on a l'impression de ne pas savoir comment y remédier, que ce soit les caméras, en multipliant les poubelles, tout ça. Et donc c'est un peu bateau, parce qu'on revient tout le temps avec cet exemple-là, mais c'est celui de Singapour, où on pourrait quasiment manger par terre parce que les amendes sont extrêmement élevées. Ça chiffre pour un mégot des chewing-gums à des milliers d'euros. Et donc peut-être qu'il faudra à un moment songer à vraiment prendre le taureau par les cornes. Bon, alors Charles Piquet, l'exemple de Singapour, ça vous dit ? Sanctionner les cochons et honorer les travailleurs de la propreté publique qui rendent une rue propre à 9h et qui est sale à 11h à cause de gens qui n'ont aucun sens civique. Et donc, la prévention, oui, l'éducation et la sanction. Et vous, Sophie De Vos, comment ça se passe dans votre commune qui est très verte aussi, hein ? Oui, tout à fait. J'allais dire que le poumon de Bruxelles, je pouvais peut-être le revendiquer aussi. Mais oui, non, je trouve que l'action de cette citoyenne est remarquable. Sa commune a bien des chances de l'avoir, mais effectivement, ça ne peut être qu'une exception, un cas particulier. Et c'est évidemment les pouvoirs publics qui doivent nettoyer les rues et pas les citoyens. Maintenant, on peut effectivement proposer des collaborations. Nous, on souhaite, par exemple, dans le programme de la prochaine législature, instaurer un système de référents propreté par quartier. Donc, ce sont des citoyens engagés qui ont envie de s'investir davantage dans la commune, qui sont, si vous voulez, le SPOC, le Single Point of Contact, entre le quartier et la commune. Entre le quartier et la commune, pour justement prévenir plus tôt quand il y a des dépôts clandestins, essayer d'améliorer les procédures, faire une série de propositions pour rendre la commune plus propre. Voilà, donc des collaborations, oui, je trouve que c'est une bonne idée. Vanessa Lullier ? On a un peu, pour revenir sur les dépôts clandestins, on a toujours un petit peu l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'on en retire un, de toute façon, il revient automatiquement. Et il y a des communes, voilà, à Ouderghem, je pense que c'est pas la commune la plus problématique en termes de propreté. Donc, il y a des points noirs à Bruxelles. Il y a des points noirs, en tout cas à Bruxelles. Enfin, je pense que cette dame pourrait aussi aller gare de l'Ouest sur le terrain vague. Là, c'est autre chose. Enfin, vous avez des pneus. On ne sait même pas passer où c'est très dangereux. Donc,
Et en même temps, on voit qu'à Jette, cette semaine, ça a été décidé de diminuer le nombre de poubelles publiques. Alors ça, je trouve que c'est une mesure assez étonnante. Enfin, je ne sais pas si ça vous semble, en tout cas en tant que gérante commune, une bonne chose. Mais voilà, comme quoi ces points, finalement, attiraient de la saleté. Oui. Est-ce que les déchets attirent les déchets? C'était un peu ça. Charles Piquet, là-dessus, est-ce que vous suivez Jette ou est-ce que... On revient au même constat. Vous avez une poubelle, elle est vite remplie pour un usage normal. On jette un petit papier ou quoi. Et puis tout à coup, on se rend compte que les gens prennent les poubelles publiques pour des poubelles qui sont les poubelles régionales, et alors remplissent les poubelles publiques de toutes sortes de choses, etc. Enfin, de nouveau, éducation et sanctions. Pardon ? Les villes les plus propres ne sont pas forcément celles où on a mis des poubelles toutes les 5 mètres. Et d'ailleurs, on voit souvent des poubelles dans la rue, des corbeilles publiques, il y a quand même un déchet 5 mètres plus loin. Donc c'est vraiment dans la tête des citoyens que ça doit changer. Et c'est pas... Puis vous avez certains afters qui, pour ne pas devoir payer leur sac poubelle, les méchants afters, les déposent n'importe où. Et nous, on a Overace juste avant Othergame, et je peux vous dire qu'Othergame, les sacs poubelles sont chers, et donc il y en a quand même pas mal qui déposent leurs sacs un peu n'importe où. Overace, c'est cher, Othergame. Overace, du coup. Du coup, ils achètent des sacs blancs gratuits et ils viennent les dropper chez nous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Des caméras. Voilà, des caméras ou changer le prix de vos sacs poubelles. Oui. Eh bien, je vous propose qu'on passe à notre dernier sujet de l'émission, c'est les grands travaux qui se terminent, notamment les travaux de mobilité, avec cette station Bourse Grand Place qui a été rénovée et inaugurée jeudi après-midi. Marie-Noëlle Dinan et Arnaud Dedier. Les usagers de la station Bourse Grand Place n'en croient pas leurs yeux et leur nez. C'est plus clair, c'est plus lumineux. J'aime beaucoup les couleurs là-bas, les lumières, et c'est très propre en tout cas. Je viens de Corsa Titiano-Tini. Et quand je viens ici, je dis c'est l'Amérique. L'Amérique, mais sans les hamburgers. Pas un marchand de nourriture ici, mais des centaines de places de vélo. Avec 800 places, dont 600 sécurisées, la station accueille le plus grand parking souterrain de la capitale. Un espace a même été prévu pour un atelier de réparation. Il y a un point vélo qui va arriver ici, il y a un bike wash qui va arriver ici, il y a le contrôle social, il y a des gens qui passent tout le temps, mais le commerce, on trouve, c'est sur le boulevard et pas en souterrain. Un peu plus loin, la station devient galerie d'art. L'espace quartier offre 500 mètres carrés d'exposition réservés aux jeunes artistes émergents. Ça va être plus facile pour les arts visuels, justement, mais à chaque vernissage, on va avoir une partie événementielle où là, l'artiste, justement, peut montrer une partie aussi plus performative. Après 3 ans de travaux et un budget de 15 millions d'euros, certains usagers notent néanmoins un oubli capital en termes d'accessibilité. Grâce au fait qu'il y ait un nouvel ascenseur, on peut passer de la surface au quai, mais quand on arrive sur le quai, on ne peut pas encore prendre le tram de manière autonome, ce qui est quand même le but d'une station de tram, il ne faut pas l'oublier. Les autorités régionales rassurent, le contrat cadre de la STIB prévoit bien la rénovation des quais d'ici 2024. Vanessa Lullier. Oui, non, effectivement, la remarque de cet usager est quand même assez incroyable, quoi. C'est un peu comme si on vous amenait dans un cul-de-sac, donc c'est quand même un peu problématique de ne pas avoir pensé jusqu'au bout, ou alors c'était 2 personnes différentes qui devaient réfléchir au même problème, je sais pas. Par contre, ce qui est très bien, effectivement, c'est ce nouveau parking vélo. On sait qu'en centre-ville, c'est quand même un gros souci, et les vols de vélos, c'est un souci. En plus, après, les gens n'ont pas forcément la place non plus pour garer ensuite leur vélo chez eux, donc évidemment, une infrastructure telle que celle-là est une bonne chose. C'est peut-être génial. On verra si c'est utilisé, effectivement. Sylvie Dosberg ? Oui, donc je pense que la remarque sur les PMR est évidemment tout à fait incompréhensible. Et je voudrais quand même rappeler que cette semaine, au Parlement bruxellois, il y a eu des auditions concernant le sexisme dans l'espace public et particulièrement dans les transports en commun, avec diverses recommandations et notamment beaucoup d'associations qui sont venues expliquer ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que pour cette station-ci, c'est peut-être un peu trop tard, sauf qu'on peut mettre du personnel féminin. Il y a vraiment plusieurs recommandations qui devraient être prises en compte. Pour les futures stations aussi, on a. Je pense que cette dimension-là, c'est-à-dire penser à tous les usagers et les usagères,
avant de... voilà, c'est très bien de faire une galerie d'art, les vélos c'est super, mais je pense que les PMR, les femmes, ça c'est aussi important. Karim Fadoul. Non, c'est juste pour souligner qu'on a vraiment le sentiment que la STIP a effectué un virage depuis 20 ans, c'est modernisé, c'est une entreprise qui... on voit bien au niveau des fréquences, de la ponctualité, des services, des équipements. Une série de stations ont été rénovées, les véhicules ont été modernisés. Alors, est-ce que c'est... on sent que c'est une entreprise qui est tournée vers l'usager, mais on pourrait dire que l'usager parfois est un peu perçu aussi comme un client. Donc il y a un peu cette démarche commerciale. Et voilà, il faudrait aussi que la STIP, peut-être de temps en temps, revienne à son métier de base, qui est celui d'être un transporteur public, de service public, et pas une entreprise commerciale. Sophie De Vos, là, sur ces travaux, notamment cette nouvelle station et tous les projets que l'on nous promet, quelle est votre réflexion là-dessus ? Voilà, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait en tout cas faire des marches exploratoires, comme on appelle ça, avant de finaliser un certain nombre de travaux pour justement que les usagers faibles, les femmes, les poussettes, les personnes âgées, ça paraît évidemment évident, même si ça n'a de nouveau pas eu lieu, mais c'est pas le seul endroit. On a eu le coup l'autre jour avec la prolongation du tram 8. Il y avait dans le tram, le jour de l'inauguration, une personne en chaise roulante et en fait, il n'y avait absolument rien qui était prévu pour le faire descendre de son tram. Donc, c'était exactement comme si on avait un tram il y a 20 ans, il y avait un écart pareil entre le quai et le tram. Donc voilà, visiblement, ça reste un problème. Après, les vélos, oui, super, ça montre bien qu'on va vers de la multimodalité à l'avenir pour se déplacer dans Bruxelles. Et effectivement, on verra si on les utilise ou pas. Mais voilà. Mais j'ai pas encore visité la station, donc elle a l'air effectivement très belle. Elle a l'air magnifique, voilà, tout à fait. Charles Piquet. Les infrastructures, c'est bien, mais je suis de plus en plus convaincu qu'il faut plus de personnel dans les stations, dans les gares, dans les stations de métro, dans les trams et dans le métro. Donc. Parce que je pensais à ça en évoquant ce qui se passe à Paris, où il y a un harceleur de femmes qui sévit surtout à la station du Châtelet, etc. Et je pense qu'on se sent parfois très seul dans ces infrastructures. Donc, engager du personnel. Donc, il faut mettre de l'argent dans de l'acier, du béton et de la brique, dans des accessibilités, etc. Mais pas oublier non plus qu'il faut donner au transport en commun une image d'humanité et de sécurisation. Et ça vaut surtout pour les femmes, mais ça vaut pour tous les usagers. Alors, à propos de station, Patrick Weber qui a fait son Laurent Deutsch en sortant Bruxelles Omnibus, c'est paru chez Michel Lafon, et c'est une occasion de traverser les rues et les siècles à Bruxelles, des anecdotes historiques au gré des arrêts de bus, de tram et de métro. Et on en vient à nos coups de cœur. Je commence avec vous, Valérie Dulier. Vous nous amenez à Oderghem. Tiens, quel hasard. Oui, c'est totalement au hasard, mais voilà, je vous amène au TRAC, donc, qui est un nouvel espace culturel en fait, qui a ouvert il y a quelques temps, avenue Albert Meunier, c'est avenue, et qui propose en fait une restauration et également le soir beaucoup de spectacles d'improvisation et puis également des soirées, débats, ce genre de choses. Et tout ça est géré par deux personnes très dynamiques. Donc un nouveau lieu bruxellois. Avec du jazz aussi. Avec du jazz. Bon, apparemment, Sophie De Vos aime le jazz. Et vous, qu'est-ce que vous aimez, Karim Fadoul ? Votre société, entreprise, mère, la RTBF ? Plutôt notre rédaction, puisqu'il y a un projet qui est porté par la rédaction de la RTBF qui s'appelle Insight sur nos différentes plateformes. L'objectif d'Insight, c'est quoi ? C'est tout simplement essayer d'expliquer aux gens comment se fabrique l'information à la RTBF. Et donc, on part d'une série de constats, une série de questionnements qu'émet notre public. On se dit, non, ben voilà, là, le public se pose une question, on va essayer de lui expliquer comment l'information a été conçue, comment se décortique une information, un reportage. Par exemple, on peut répondre à des questions du type à quel moment utilisons-nous le vocable extrême droite plutôt que droite
qu'ultra-droite, etc. On parle aussi de la fausse mort du gilet jaune, etc. Donc c'est vraiment une manière de comprendre l'information telle qu'elle est fabriquée à la RTBF. Voilà. Du décodage et un peu de coulisses, en fait, un peu les deux ensemble. Pauline de Glume, vous voulez nous parler d'un bar. Oui. Un nouveau bar. Un nouveau bar, un bar à cocktail qui s'appelle Éthilo, qui a ouvert près du parc. Éthilo, comme éthylique, quoi. Et qui a ouvert près du parc Josaphat. Et ils ont bien fait ça, donc les fondateurs, parce qu'ils ont un peu imité cette ambiance qu'on a de faux speakeasy, donc les faux bars clandestins durant la prohibition aux États-Unis. Et donc c'est un petit salon assez cosy aussi, avec un fond de musique jazz. Et donc on sonne pour rentrer, puis après on est très bien installé. Et même les serveurs, ils sont en bretelles et tout ça, donc on est un peu plongé dans une ambiance. Et les cocktails sont très bons, et c'est pas juste le Mojito ou Sex on the Beach, c'est un peu plus élaboré. Et il reste par contre très bon marché au même prix que ce qu'on aurait. C'est une bonne idée d'en parler en pleine tournée minérale. On vous remercie. Je ne fais pas du tout la tournée. Et vous, Sylvie Losberg, vous nous parlez d'un livre, d'un gros livre que j'ai là sur le bureau. Qui vient de sortir l'Encyclopédie d'histoire des femmes, Belgique 19e-20e siècle, par Eliane Gubin, Catherine Jacques, Claudine Marissal du Centre d'archives de recherche d'histoire des femmes, mais aussi 70 spécialistes. Et donc, on pourrait croire que c'est un livre un peu austère, mais en réalité, quand on l'ouvre, c'est à la fois historique et thématique. Si vous ouvrez par exemple à migration, vous allez voir comment au fond les migrations ont été vécues par les femmes depuis le 19e siècle. Et donc ça peut nous donner aussi des pistes pour aujourd'hui. C'est vraiment ancré dans des thématiques purement féminines, mais qui sont en fait des thématiques de société. C'est vraiment un ouvrage qui évidemment fait la somme de beaucoup d'experts qui ont travaillé depuis des années sur tous ces thèmes. Ça va de l'enfance, évidemment, au travail des femmes, à la représentation politique. Et vraiment, je pense que dans la période actuelle, ça peut être très inspirant et c'est très agréable à lire parce qu'on peut l'ouvrir à n'importe quelle page et puis on voyage. Et il y aura une présentation le 1er mars au siège du gouvernement de la Fédération à Bruxelles, place Sorlet-Choquet, à 17h30. J'aurai le plaisir d'introduire les autrices et c'est ouvert à tout le monde. Donc venez nous rejoindre et vous verrez les autrices, mais aussi des petits films sur l'histoire des femmes en Belgique. Vous préférez qu'on dise autrice ou auteur? Oh, c'est comme on veut. Il paraît qu'autrice, c'est un mot qui vient du français traditionnel. Bon, pourquoi pas. Auteur ou autrice, c'est égal. Tant mieux. Alors moi, je voudrais vous présenter un recueil d'aphorismes. Les aphorismes qui reprennent du poil de la bête avec les réseaux sociaux. C'est des petites phrases qu'on peut appeler aussi aujourd'hui des vannes ou des feintes. Alors c'est Philippe Scoupen qui en est un des artisans avec Anaconda. C'est un surnom, et Olivier Rouge. Et les dessins sont de Cécile Bertrand. Alors, ça s'appelle Carnet Inspiral, donc c'est un très beau titre, c'est très sympa. Je vous donne 2 exemples. J'aime bien, moi, juste les accents ont toujours tort. Je trouve que ça veut bien dire des choses. Et puis un autre ici, qu'on va voir en dessin, parce qu'il est illustré par Cécile Bertrand. On devrait payer les écologistes avec des avantages en nature. Voilà. Sophie De Vos, une idée de quelque chose à faire ce week-end, enfin ce dimanche plutôt, à Oudergem? Ah ben oui, on a inauguré hier une nouvelle exposition au Centre d'art de Rouge-Cloître, donc Gréban Mertens, donc 2 illustrateurs jeunesse. C'est magnifique, il faut aller. C'est magnifique, voilà. Et vous, Charles Piquet, une idée à Saint-Gilles, quelque chose à faire ce week-end? Il y a tellement avec le vent. Il y a tellement de choses à faire à Saint-Gilles, il va faire des jaloux, hein. Oui. Vous le savez bien. Oui. Il y a tellement, il y a 247 débits de boissons. Je ne vais pas me faire 246 et demi. Non. Mais bon, est-ce qu'il fera bon? Il fera du vent. Et sinon, on peut aller voir l'Union Saint-Gilloise. Voilà, exactement, ça c'est une bonne idée. Elle ne joue pas, elle joue à l'extérieur. Voilà. On la regardera à la télé. Merci à tous, invités chroniqueurs. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Et lundi, dans l'interview, je recevrai Fadila Lanan. D'ici là, donc, bon week-end. Il négociera en 2014 à la hauteur de la table.